de la pomme de terre. Comme je disais, hein, les premiers indices donc, de la présence de pommes de terre datent d'environ 8000 ans avant Jésus-Christ, quoi, hein, donc ça remonte il y a longtemps. Et donc la pomme de terre donc, est originaire donc, des Andes et autour du lac Titicaca. C'est là qu'on a trouvé les premiers indices. Ce qu'on pense, c'est qu'il y avait une seule variété à l'époque, une seule espèce qui était cultivée. C'était un complexe parce qu'il y avait différentes espèces sauvages. C'est le Solanum brevicole, c'est son nom. Et alors donc ces espèces sauvages poussaient dans différentes conditions. Même certains ne produisaient même pas de tubercules. Oui, c'était pas cultivé encore. Oui, donc ça poussait dans la nature. Et alors, comme on peut voir ici sur cette photo, donc elle pouvait pousser depuis le bord de la mer. Ouais. Elle pouvait pousser dans les zones, donc sur l'altiplano, à plus de 4000 mètres d'altitude, et pousser aussi sur les bords de la forêt vierge. Quoi. Donc la pomme de terre était... Donc à l'époque, il y en avait déjà... C'est ça, elles étaient réparties. Ouais. Alors un peu à la fois, les habitants ont commencé à se rendre compte que il y avait des tubercules, ils ont commencé à se rendre compte que c'était comestible, ouais. Et c'est comme ça que la domestication a commencé. Et alors, au fur et à mesure de l'évolution du temps, la domestication a fait que les pommes de terre cultivées, pour finir, sont représentées par un nombre limité d'espèces. C'est celles qui sont mieux adaptées aux besoins de l'homme. Et donc cette évolution, donc, ça a été en quelque sorte une évolution qui était liée à l'homme, qui a contrôlé ces pommes de terre, de l'autre côté liée au climat. Ouais. Donc, et les pommes de terre se sont surtout, adaptées aux zones d'altitude, parce que pour finir, la pomme de terre est une culture rustique et qui pousse aux altitudes où quasi aucune des autres cultures vivrières peuvent s'adapter. Parce que vous m'avez dit au début qu'elles étaient déjà présentes sur les différentes parties. Elles étaient présentes, mais si on voit la pression, si on essaie d'analyser un peu la pression démographique et les types de cultures, bon, le maïs par exemple a une limite d'altitude. Ouais. On arrive à un peu plus de 3000 mètres, après il ne pousse plus. Et si on continue à monter, on a encore du blé, et si on monte plus haut, bon, la pomme de terre reste une des seules cultures qui peut s'adapter aux conditions climatiques très rustiques et le froid, entre autres, la gelée. Ouais. Il y a des pommes de terre qui sont résistantes à la gelée dans ces pommes de terre-là. Donc ça explique que la pomme de terre, dans la région en tout cas, s'est concentrée dans les Andes. En plus, la pomme de terre a toujours fait partie d'une stratégie, je dirais, de sécurité alimentaire, qui était la culture du pauvre. Ouais. Et dans les Andes, à l'époque des Incas, donc il y avait comme culture vivrière importante, il y avait le maïs et il y avait les pommes de terre. Et le maïs était un peu la culture des nobles et qui était régie par l'État, par les Incas. Les Incas contrôlaient bien toute la culture du maïs, tandis que la pomme de terre restait une culture qui était plus, je dirais, informelle, gérée par les familles, quoi. Ouais. Okay. Et donc, alors c'est pour ça que dans toutes les représentations, quand on voit toutes les représentations de l'époque des Incas, on voit beaucoup de représentations du maïs, on voit très peu de représentations de la pomme de terre. Donc le maïs avait un statut beaucoup plus important. Quoi. Okay. Donc, alors ça montre donc l'évolution. Ici, on a une représentation des différents types de pommes de terre. Donc, ça, ce sont différentes espèces. Donc, il y a Solanum stenotonum. Toutes ces pommes de terre maintenant sont cultivées. On les trouve dans la zone andine. Solanum goniocalix, la fameuse pomme de terre jaune, qu'on fait la purée de pommes de terre jaune, vient de cette espèce-là. Tu as Solanum aranjuidi, Giuseppsuki, ces pommes de terre-ci sont résistantes à la gelée, par exemple. Tu vois. Alors on voit d'où elles descendent aussi. Hein. Donc il y avait initialement un complexe Fureja qui après se divise en ces différentes espèces. Bon là ce sont des termes assez spécialisés. En plus la ploïdie, donc au niveau du nombre de chromosomes, varie au niveau de ces pommes de terre-là. Et avec le temps, donc ça a évolué. Maintenant la Solanum tuberosum, qui est celle qui est la plus répandue, sous-espèce indigena, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les Andes et qui est adapté aux jours courts et aux Andes. Et alors, on a la Solanum tuberosum, c'est ceux que les Espagnols ont ramené en Europe. Et ça, c'est la pomme de terre qui a fait le tour du monde. Et notre binche belge est une Solanum tuberosum. Okay. Donc les pommes de terre qu'on retrouve en Europe sont des Solanum tuberosum et on estime que les pommes de terre qui ont été introduites en Europe venaient du sud, de l'Amérique du Sud, du Chili, parce que c'est là qu'on a des jours longs. Donc elles ont pu s'adapter plus facilement à l'Europe. Tandis que les pommes de terre qui poussent ici dans les Andes centrales sont adaptées aux jours courts. Si on les amène en Europe, elles produisent beaucoup de feuillage, mais ne tubérisent pas. Quoi. Donc ça explique un peu. Et c'est comme ça que la pomme de terre a évolué. Et maintenant, bon, ça c'est un peu la pomme de terre typique qu'on peut trouver sur le marché, beaucoup plus avec les yeux peu profonds et qui est apte à la commercialisation, mais n'a pas toutes les caractéristiques que peuvent avoir ces pommes de terre ici au niveau nutritif. Quoi, hein. Alors, toutes ces pommes de terre ont une histoire. Par exemple, elles ont un nom vernaculaire. Par exemple, cette pomme de terre-ci s'appelle pâte de pluma. Tu vois, c'est assez clair. Hein.
Cette pomme de terre-ci, c'est la pomme de terre de la belle-mère. Parce que quand un jeune garçon vient présenter sa fiancée dans sa famille, le test qu'on lui fait passer à la jeune fille, c'est de peler cette pomme de terre d'un seul coup, sans casser la fleur, tu vois. Et si elle peut faire ça, elle est acceptée dans la famille. Voilà. C'est pas mal, hein? Il y a beaucoup d'acceptés. Il n'y a pas de statistiques. Donc, ici, tu vois, les différentes fleurs montrent un peu